my camera. Hotep, Hotep. Greetings, family. Welcome, 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 everyone. Welcome to another week on this VIP course entitled The Secrets of Black Health. Hotep, la famille, nous voici une fois de plus pour la suite de cette émission, cette session VIP, secret de la santé kamite. Now, without further ado, I'm going to go into my slides. Now, there will be questions today. You know, just like last week, if you have questions, put them in the Q&A section so we can get to them later, or raise your hand when we have an open Q&A and you can ask your question live. Sans plus attendre, nous allons donc passer au slide. Je rappelle simplement que si vous avez des questions, mettez-les dans le chat pour qu'on puisse les lire. Et une fois de plus, si vous avez la possibilité, levez votre main. Et quand vous levez la main et qu'on vous en donne votre nom, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question à haute voix. Okay, so this is week 2, class 2 of this very important VIP course. And tonight is going to be very interesting because we're going to learn about electromagnetism. Alors, nous sommes à la deuxième semaine de la classe session numéro 2 de cette session VIP. Ce soir, nous allons parler de l'électromagnétisme. Now, if you do not get your question answered today, I suggest you follow me on Instagram. My Instagram is @LeonMarshallOnline, and then you can ask me a question in my inbox privately if you don't get your question answered tonight. So just follow me on Instagram. Alors, vous savez bien que nous avons beaucoup de monde connecté ce soir. Si jamais vous n'avez pas la chance d'avoir une réponse à votre question, eh bien, c'est très simple. Vous voyez ici à l'écran la page Instagram Leon Marshall Online. Vous pouvez envoyer une question en inbox directement au frère Leon Marshall. Il se fera un plaisir de vous répondre. Now, before we start today's class, let's do a recap of last week's class. Alors, sans plus attendre, nous allons faire un petit récapitulatif de ce dont on a parlé la semaine dernière, de sorte que nous puissions continuer cette deuxième session ce soir. I'm going to ask 3 questions, and each question is multiple choice answers, and you guys have to tell me what the right answer is. Alors, chaque fois que je vous poserai 3 questions. Ce sont des questions à choix multiples. Et chaque fois que je vous pose la question, ce sera à vous de donner votre réponse. Donc, c'est participatif ce soir. It is to test your learning, so you're not just on the course thinking that you're learning. I want to see what's actually going in. So these questions are to test whether or not you learned anything from last week. Alors, ces questions sont supposées tester votre connaissance parce qu'il s'agit ici non pas simplement de s'asseoir et d'écouter, mais c'est également d'absorber une connaissance parce que j'aimerais m'assurer que vous apprenez quelque chose. First question, what is melanin? Is it A, the chemical key to life? B, the chemical key to death? C, a pigment that blocks the sun? Alors, Or la D, première doesn't question... exist? Alors, première question, c'est quoi la mélanine? Est-ce que c'est réponse A, la clé chimique à la vie? Point B, c'est la clé chimique de la mort. La mélanine, c'est un pigment qui bloque le soleil. Et puis, option D, c'est-à-dire que la mélanine, c'est quelque chose... attendez, il faut que je masque un peu parce que c'est sur mon écran ici. Ça n'existe pas parce que c'est simplement du carbone. So I can't see the chat. So what are people putting in the chat? So in the chat, I'm checking. I can see A. I can see A. I can see A. So people have responded massively. People have said A.
So Hey. I think we've got it good. Yes. Yes. Melanin is the chemical key to life. Melanin is that's the easiest way to define melanin. It is the chemical key to life. Donc effectivement, pour celles et ceux qui ont répondu que c'est l'option A, et c'est effectivement la vérité, la réponse que c'est quoi la mélanine? Eh bien, c'est la clé, c'est l'élément chimique qui est clé à la vie. Next question. There are 3 types of melanin found in humans. Deuxième question, il y a 3 types de mélanine que l'on retrouve dans le corps humain. A, white melanin, black melanin, blue melanin. B, eumelanin, pheomelanin, neuromelanin. Or C, plant melanin, cosmic melanin, or electromelanin. Première option, la mélanine blanche, la mélanine noire et la mélanine bleue. Option B, eumélanine, phéomélanine, neuromélanine. Troisième option, vous les voyez ici à l'écran, donc c'est la mélanine des plantes, c'est la mélanine cosmique, et puis c'est la mélanine électro. And what are people putting in the chat? Checking the chat here as we speak, the majority of them have placed B. Someone has said C. Probably they were not in the chat last week. There's one C, but the majority of them, and there's someone called Merveille Kisoka who said B, 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 B. So she was definitely present. Yes, eumelanin, pheomelanin, and neuromelanin. So, Exactement, c'était la réponse B. Eumelanin and pheomelanin. Eumelanin comes in black and brown. The pheomelanin is a pigment that comes in red and yellow. Donc, effectivement, c'était cela, la réponse. Alors, la eumélanine, elle vient, elle nous donne cette densité qui est noire et brune. Et la phéomélanine, c'est celle qui va donner plutôt les tendances jaunâtres et blanches. And what is the main difference between eumelanin and pheomelanin? Et quelle est la différence entre cette eumélanine et cette phéomélanine? The main difference is eumelanin is a perfect absorber of light. Pheomelanin is a poor absorber of light. La différence principale, c'est que la eumélanine, c'est l'absorbant le plus efficace, alors que le phéomélanine est un absorbant qui est moins efficace. And then we have the 12 melanated centers in the brain. Et puis nous avons... Sorry, say that again, Brother Leon. This is neuromelanin. Ici, nous parlons de la neuromélanine, donc nous avons les 12 centres. Ce sont ces 12 points que vous voyez qui sont les centres responsables de la mélanine. And you can see them in this image. Those black dots, there's 12 of them. Those black dots, they represent the 12 melanated centers in the brain. Alors, vous voyez des points noirs sur votre écran. Eh bien, ce sont ces points qui sont des centres de la mélanine et donc ils sont responsables de cela dans votre corps. Both eumelanin and pheomelanin rely on the amino acid called A, cysteine, B, proline, C, tyrosine, or D, lysine. Alors, justement, vous avez ici la question. Que ce soit la eumélanine et la phéomélanine vont justement se baser ou plutôt se servir d'un aminoacide qui s'appelle A, cysteine, B, proline, C, tyrosine, ou alors le D que vous voyez ici à l'écran qui est la lysine. What are people saying? Let me check in the chat. From what I can see, the majority of them say C, C, C. We've got someone called Elike Agbo. Kamine Maga said C. Someone called Udinga said he doesn't know. But the majority says no, says C. C, tyrosine. Yes. Yes. So
tyrosine, Je lui donnerai les questions, comment je lui transmets ça comment, à l'oral ou comment? La sœur qui parle de transmettre à l'oral, si elle peut couper le micro, s'il vous plaît. so tyrosine gets converted into dopa. Dopa gets converted into dopaquinone. And then from dopaquinone, depending on your genetics, your melanocytes will either produce eumelanin or pheomelanin. Alors, vous voyez ici le schéma de la tyrosine, ça va nous produire de la dopa qui va nous produire de la dopaquinone. Et puis de cela, les mélanocytes vont nous donner donc les deux options qui sont ici à l'écran. Okay, so that is the recap out of the way. Now, just before we start today's class, that was the recap. Is there any lingering questions from last week? We'll take two if there's any lingering questions from last week. Alors, donc ça, c'était juste un résumé relativement court et bref. Alors, avant de poursuivre, est-ce que vous avez des questions relatives à ce qui a été dit la semaine dernière? Donc, pas de nouvelles questions, mais quelque chose qui était lié à la fois dernière. I've seen on the screen here someone asking a question. I've seen it very quickly. Does melanin have weaknesses or weak points? Okay, so this is a very interesting question because it was a question that was asked last week as well. So here's how I'd answer it. If I was doing a course on the benefits of your eyes, and I'm talking about how your eyes can absorb light, your eyes allow you to see, your eyes are these great things that God, the Most High, have put into your skull. And then someone asked, do your eyes have weak points or weaknesses? Understand that when you're dealing with nature, the universe, yeah, nothing is inherently good or bad. Everything is just working for you. I don't know if that makes sense. Absolutely, yes. Donc, c'est une question intéressante qui justement avait été posée la semaine dernière. Alors, je vais répondre de la manière suivante. À supposer que vous êtes focalisé sur votre œil, donc on voit la fonction des yeux. Alors, ce qu'on voit dans la nature, c'est que le divin vous a doté de la capacité de voir. Et dans la nature, il n'y a pas de bien ou de mal, ou de bon et de mauvais. Les yeux sont là pour juste voir. Il n'y a pas de jugement que il y a des limites par rapport à l'œil. L'œil fonctionne en pleinement par rapport au plan qui a été fait. I've got another question. Someone says, what food has the most tyrosine? We're going to go over that, I think, in week 4 when we do foods for melanin. Ah, donc la personne qui s'appelle Aye, c'est simplement que c'est une question, donc quel type de nourriture contient le plus de tyrosine? Eh bien, on va aborder cette question à la session numéro 4 parce que ce sera une session consacrée au type de nourriture qui vont justement positivement impacter la mélanine. I'm going to start now. So, on va donc commencer la session numéro 2. So in today's class, you're going to learn about electromagnetism, photosynthesis, and cellular respiration. Alors, ce soir, nous allons parler de 3 thèmes, l'électromagnétisme, la photosynthèse et la respiration cellulaire. So, I was just talking about the universe. In the universe, nothing is inherently good or bad. Everything is just working for you, yeah? So once you learn how the universe works, you learn how you work. Alors, ce soir, nous allons parler, et c'est déjà la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, dans l'univers, il n'y a pas des choses qui fonctionnent bien et des choses qui ne fonctionnent pas bien. Il y a juste les choses qui fonctionnent de la manière la plus optimale.
Et lorsque vous comprenez comment fonctionne l'univers, eh bien, vous comprenez également comment ça fonctionne à l'intérieur de votre corps. And the first thing you need to learn about the universe is it is electromagnetic. Brother Leon Marshall, I don't know if it is just me. On the screen, there's like a rectangular gray box. I don't know if it is me or, Mm. you know. I don't see it. All Let me right. see it. Go back in. You know that last time you had like a gray box that you kept removing. It was there, but it could be, maybe it's just me. I don't know. Well, we'll see what other people are saying as well. No but problem at all. Oh yeah, someone says that they see the same gray rectangle. Yes. So at the time, so let me describe my screen now. On the screen now, you see the universe. You see, yes, someone else called Cisse says that yes, it's here. So we've got the universe. You've got something similar to neuronal connections. But at the bottom right of my screen, there's like a silver gray rectangle that is covering partially the Earth. I wonder why that is. Let me see if I can bring up the slides in a different way. Someone has got a sense of humor saying that a gray rectangle are just some UFO. Oui, ce sont des ovnis, la famille. Beau sens de l'humour. Someone is saying that sometimes this happens with Zoom. Yes. Yes. I mean, it's not disturbing per se, unless there's some message written behind that I might not be able to read, but there was a rectangle. Oh, Okay. It's gone now. Oh, actually, no, now it's on the top. Yeah. Now it's in the middle. Yeah, now it's bang on in the middle. Yeah. Gone now? Yeah, it's all gone now. Yes, perfect. All right, let's continue. Désolé la famille. On continue. All right, so everything in the universe works with frequency, energy, and vibrations. Alors, tout dans l'univers fonctionne selon 3 éléments, la fréquence, l'énergie et la vibration. And as above, so below. So how the universe works is how you work. Alors, la manière dont l'univers fonctionne, eh bien, c'est la même chose pour le corps humain. And a wise scientist, Nikola Tesla, once said, if you wish to understand the universe, think of energy, frequency, and vibration. Un grand chercheur, Nikola Tesla, a dit, si vous voulez comprendre l'univers, eh bien, vous devez réfléchir et penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. He also said that our entire biological system, the brain and the earth itself, work on the same frequencies. Si vous devez réfléchir et penser à la question du système biologique, eh bien, le cerveau et la Terre elle-même, eh bien, fonctionnent selon les mêmes fréquences. And the same frequencies are all covered on what they call the electromagnetic spectrum. Alors, tout cela, justement, est couvert et repris dans ce schéma qui s'appelle le spectre électromagnétique. The electromagnetic spectrum is a spectrum that shows all of the frequencies, all of the vibrations, all of the energies known to man on one scale. Dans un seul schéma, sur une seule couche ici, nous voyons le spectre qui reprend toutes les différentes vibrations, toutes les différentes fréquences qui sont connues de l'être humain. It starts from low frequencies like radio waves, radar, microwaves, infrared waves, and it goes all the way up to high frequencies like ultraviolet rays, X-rays, gamma rays, and cosmic rays. Alors, à gauche, nous avons les fréquences basses et de l'autre côté, à l'extrémité droite, nous avons les hautes fréquences. Et vous voyez que d'un point de vue fréquence basse, nous avons les radars, les micro-ondes, les infrarouges. Et de l'autre côté, nous avons tout ce qui est rayons X, rayons gamma, rayons cosmiques. And notice that a tiny part of the spectrum is what they call the visible light spectrum, the tiny part.
Et puis, vous voyez, presque vers le milieu, un peu vers la droite, vous avez maintenant les fréquences qui sont visibles. Et vous voyez que, en comparaison avec tout ce qui se trouve à gauche qui est invisible, tout ce qui se trouve à droite est aussi invisible, le seul élément visible, eh bien, ça ne représente qu'une petite partie. C'est celle qui est en couleur. This is the only part of the spectrum that your naked eye can see. Those colors, that's the only part of this spectrum that your naked eye can see, the visible light. Alors, cette petite partie du spectre, c'est la seule partie qui est visible à l'œil nu, et c'est ce qu'on appelle donc la lumière visible, et que vous voyez ici représentée dans les différentes couleurs. And that visible light comes from the sun. Et cette lumière visible nous vient du soleil. Now that's important to know because what you're looking at is electromagnetism, electricity and magnetic fields. That's what electromagnetism means. If you split up the word, it's electro, which means electricity, and magnetic, which is to do with magnetic fields. Alors, vous voyez que quand on parle d'électromagnétisme, c'est la concentration de deux terminologies. C'est d'un côté électricité, donc tout ce qui est électrique, qui produit du courant, et de l'autre côté, le magnétisme. Quand on parle donc de ce spectre électromagnétique, on parle de la fusion de ce qui est électrique et ce qui est magnétique mis ensemble. So the first question then is, what is electricity? Alors, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que l'électricité? And Dr. Sebi, very famous, he's famous for saying that the body is electric. Dr. Sebi said the body is electric. Alors, un grand doyen à nous, Dr. Sebi, qui dit qu'en fait, c'est quoi l'électricité? Il dit, ben, c'est le corps est électrique. So if we can understand electricity, we can understand how our bodies work. Et il dit donc, si on peut comprendre l'électricité, donc on peut comprendre comment le corps humain fonctionne. And the simplest definition of electricity is the flow of electrons. Alors, la définition la plus simple, c'est de dire que l'électricité, au final, c'est le flot des électrons. So electricity is the flow of electrons. And Donc, je what is répète an encore. electron? Alors, je répète que donc c'est le flot des électrons. Donc, la question, c'est quoi un électron? To understand that, you need to understand atoms. So this will probably take you back to science class in school. Alors, pour le comprendre, ça va peut-être vous ramener à l'époque où vous étiez à l'école, et plus particulièrement, ça va vous rappeler les atomes, mais également quand vous étiez au cours de sciences en classe. What is an atom? It's the smallest unit of matter. Atoms combine together to form molecules. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la plus petite unité de la matière. Eh bien, les atomes se combinent ensemble pour former des molécules. So our whole body is made up of atoms, trillions and trillions of atoms. Notre corps humain est composé de milliards et de milliards d'atomes. And the atoms form molecules, and then the molecules form cells. Et les atomes forment des molécules, et à leur tour, les molécules forment des cellules. So atoms are made of subatomic particles called protons, neutrons, and electrons. Alors, les atomes sont composés de particules subatomiques que sont les protons, les neutrons et les électrons. Electrons are negatively charged, protons are positively charged, and neutrons have a neutral charge. They have no charge. Alors, if you can go back to that previous slide, Brother Leon Marshall, for people to visualize. Donc, la famille, les protons ont une charge positive, les électrons ont une charge négative et les neutrons ont une charge neutre. So atoms, they have neutrons, protons, and electrons. Protons are positively charged, electrons are negatively charged. Alors, la répétition de ce qui a été dit tout à l'heure, donc les atomes ont des neutrons, protons et électrons. Les protons ont une charge positive, tandis que les électrons ont une charge négative. So
If we go to the periodic table, when we look at the different elements on the periodic table, they'll have numbers underneath them. So for example, oxygen will have the number 8 underneath it. Alors, si on voit, et ça c'est également un retour au cours de sciences, si on voit le tableau des périodiques, donc le tableau qui est connu sous le nom de Mendeleïev, vous allez voir que chaque élément aura des chiffres qui sont associés, attachés à lui. Si on voit par exemple l'oxygène, on verra qu'il y aura le chiffre 8 qui est marqué à côté de lui. Now, why is oxygen associated with the number 8? Because it has 8 electrons around its nucleus, and then 8 protons and 8 neutrons in the middle of its nucleus. Alors, pourquoi est-ce que l'oxygène, l'atome oxygène a 8, le chiffre 8 associé à lui? Eh bien, c'est simplement qu'autour du nucléus de cet oxygène, eh bien, il y aura 8 électrons, et puis au milieu de cet atome, il y aura le reste. So remember, electricity is the flow of the electrons. The electrons are what orbit around the nucleus. So in this case, oxygen has 8 electrons that could flow, that could move from its orbit. Donc, on rappelle que l'électricité, on avait dit que c'était le flot des électrons. Et vous voyez ici que les 8 électrons sont en mouvement, ils sont libres, ils tournent autour. Hydrogen is number 1 on the periodic table because it has 1 electron and 1 proton. L'hydrogène, l'atome de l'hydrogène est associé au chiffre 1 parce qu'il se trouve qu'il a un électron qui est en mouvement et un proton au centre. Now, carbon has 6 electrons, 6 protons, and 6 neutrons. 6, 6, 6. Alors, nous voyons ici à l'écran une question qui avait été posée donc, la semaine dernière, pour celles et ceux qui ont compris. Donc, nous avons so this is the carbon, right, brother? Yeah, carbon. Donc, l'atome du carbone a 6 électrons, 6 protons et 6 neutrons. Et donc, vous voyez le 6, 6, 6. Now remember, Dr. Sebi said that there's no such thing as melanin. It's carbon. Et vous vous rappelez que Dr. Sebi avait fameusement, de manière célèbre, dit qu'il n'y a pas de mélanine, mais en fait, il n'y a que du carbone. So, just to be clear, the electron has the negative charge. That's the part that we want to flow. That's the part that we want to move. The proton has the positive charge, and the neutron is neutral. Donc, on fait un récapitulatif. Les électrons, ce sont ceux qui sont en mouvement. Eh bien, ça a une charge négative. Les protons ont une charge positive. Et donc, les neutrons, eux, vont avoir une charge neutre. Now, going back to school, what did we learn about opposite charges? We learned that opposite charges attract. So if you've got a positive charge and a negative charge, they're going to be attracted to each other. Alors, vous l'avez également appris à l'école. Quand il y a des charges qui sont en opposition, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont s'attirer. What did we learn about same charge? We learned that if you have 2 of the same charges, they repel against each other. Qu'est-ce qu'on a appris à l'école? Que lorsqu'il y a des éléments qui ont la même charge identique, elles auront tendance à s'opposer, à aller dans des directions opposées. So, opposites attract, same charge repel. Donc, les mêmes charges vont se séparer, alors que les charges qui sont différentes vont s'attirer. Now, why do you need to learn this? Because this is exactly how your body works. Your body works off of charge.
That's how your body works. Eh bien, c'est exactement comme ça que votre corps humain fonctionne. Et ce corps, justement, il va se recharger. This is what happens with the atoms in your body. The electrons flow from one atom to another atom, which is electricity. When the electrons are moving like this is electricity in your body. Alors, la question qui avait été posée tout à l'heure, c'est quoi l'électricité? Eh bien, c'est lorsque ces électrons, comme on avait dit, ce sont des électrons qui sont en plein mouvement. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe dans votre corps. À chaque fois qu'il y a un atome, un électron qui passe d'un atome à un autre atome, puis à un autre atome, c'est ça l'électricité et c'est exactement ce qui se passe dans votre corps. And when this happens in your body, you have charge, you have life, you have energy. Eh bien, lorsque ça se passe dans votre corps, ça veut dire que vous êtes rechargé, vous êtes chargé et ça prouve que vous êtes vivant. And if you understand that, then you'll understand the pH scale, acid versus alkaline. Et si vous comprenez cela, vous comprenez également l'échelle du pH, donc la propriété d'hydrogène, et vous comprenez donc le lien entre l'acidité et l'alcalinité. The pH scale is a scale from 1 to 14, and it tells you if a solution is acidic or alkaline. Le pH va essayer de déterminer la teneur en acide ou pas de quelque chose, d'un aliment ou d'une boisson. Ça va vous dire d'un côté que c'est soit acide, c'est soit alcalin. 7 is neutral. Anything under 7 is acidic, and anything over 7 is alkaline. Comme c'est une échelle qui va de 1 à 14, forcément, le 7, c'est le milieu. Ça veut dire que c'est une solution qui est ni acide ni alcaline, elle est juste au milieu. Et tout ce qui est en dessous de 7, on va dire que c'est acide. Et tout ce qui est au-dessus de 7, on va dire que c'est alcalin. The lower the number, the more acidic the solution. The higher the number, past 7, the more alkaline the solution. Donc, une solution qui est en dessous de 7, c'est acide. Et une solution qui est au-dessus de 7, c'est un pH qui est donc alcalin. Et donc, le 7, c'est le juste milieu, c'est ni acide ni alcalin. Now, to relate this to positive and negative charge, anything below 7 has more of a positive charge. Anything above 7 has more of a negative charge. Alors, tout ce qui est en dessous de 7 va être positif et tout ce qui est au-dessus de 7 va être négatif. And Dr. Sebi, he was big on this acid alkaline foods. He said that we should avoid acids and eat alkaline foods. Et Dr. Sebi était vraiment connu comme étant celui qui était celui qui mettait en avant une diète alcaline. But in order to understand acid and alkaline, you should have a definition. Alors, pour que nous puissions comprendre ce dont on parle ici, il faut qu'on ait une définition claire de ce que c'est que l'alcalinité So here's my clear definition of acids. ou de Acids l'acide. accept electrons. Alors, je donne une définition de ce que c'est que l'acide. Excusez-moi. L'acide, c'est ceux qui acceptent les électrons. And I like to use analogies. So imagine a baby reaching for a toy. It's accepting the toy. The toy is the electron. It is grabbing the toy. That's what acids do. They grab electrons. They accept electrons. Alors, si on prend l'imagerie d'un bébé, vous voyez ce bébé qui essaye de prendre un jouet, et le jouet, c'est en fait l'électron. Et vous voyez donc que le bébé accepte ce jouet. Eh bien, c'est la même chose dans le corps humain. Alkalines donate electrons. Alors, l'alcalinité, en fait, donne des électrons.
So again, using the same analogy, imagine children playing in a kindergarten and one child allows another child to play with their toy. In other words, one child donates their toy to another child. That's what alkaline do. Alors, vous voyez ici, c'est vraiment cela pour symboliser ce que c'est que l'alcalinité, c'est à savoir donner. C'est un peu comme vous voyez deux enfants, il y a un enfant qui a un jouet et il, de manière libre, donne à un autre enfant de partager ce même jouet. Eh bien, l'alcalinité, c'est exactement la même chose. So then we have to ask the question, are acids bad? Are all acids bad? Alors, du coup, la question dont on se pose, qu'on se pose, c'est est-ce que tous les acides sont mauvais? Because if electricity is the flow of electrons, in order for electrons to flow, you'll need something to accept the electron and something to donate the electron. In other words, you need acid and alkaline. Alors, puisque l'électricité, c'est le flot des électrons, eh bien, on a besoin que on accepte d'un côté les électrons et il y a également besoin de donner aux électrons, ce qui veut dire qu'on a besoin aussi bien de l'acidité que de l'alcalinité. So this is an example of things that are on the pH scale. As you can see, on 0 is battery acid. Obviously, that's bad for you. Alors, vous voyez ici donc l'échelle qui a donc été combinée à des images pour que vous voyez. La première chose, c'est l'élément le plus acide, c'est une batterie. Ça veut dire donc que une batterie, une pile, c'est très mauvais pour vous à consommer. That would actually burn you. But look at the other one, stomach acid. You need acid in your stomach to digest food. Donc, évidemment, consommer une batterie, une pile, ça va vous créer des problèmes. Mais regardez, au numéro 1, eh bien, nous avons stomac acide. La famille, vous devez savoir ce que c'est. Il y a un meilleur terme en français. Brother, I'm having difficulty translating stomach acid because it's not acide de l'estomac, but there's a way of saying it in French. Bref, la famille, c'est l'acide dans l'estomac. C'est ça, voilà, acide gastrique. Parfait. C'est ce qui acid, permet de digérer votre nourriture. Merci la Yeah. famille. Yeah. And then look at lemons. Lemons are on the acid side, but lemons are good for you. Et regardez, le citron, eh bien, c'est acide au numéro 2, et cet acide est bon pour vous. So it can't be that all acids are bad because some acids we need. Look at the alkaline side. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de considérer que tout ce qui est acide est mauvais, parce qu'on se rend bien vite compte qu'il y a des éléments acides qu'on consomme. Et maintenant, regardez du côté alcalin. Your blood should be slightly on the alkaline side, slightly. Votre sang devrait être au-dessus du seuil de neutralité, donc devrait être un petit peu plus que le numéro 7. Et ici, il est en 8e position. But then Ou en tout if cas, you un taux de go 8. further up the scale, you'll see that ammonia solution, soap, bleach, and drain cleaner are alkaline. These things are not good for us to consume. Alors, vous voyez que des solutions qui sont très alcalines, eh bien, on ne devrait pas les consommer. Par exemple, du savon, de la javel, vous savez, les produits chimiques qui débloquent les égouts ou les éviers, de l'ammoniac, tout ça, ce sont des produits à ne pas consommer. And when it comes onto foods, you have what they call acid-forming foods and alkaline-forming foods. Acid-forming foods, they create acids inside. And remember, acids accept electrons. Alkaline-forming foods, they create alkalinity inside. Alors, vous voyez ici un tableau qui reprend de manière schématique toutes les nourritures qui forment ou provoquent des acides. Et de l'autre côté, à droite, ce sont les aliments qui
permettent qu'il y ait une formation alcaline. Et vous voyez que, pour rappel, les acides donc, vont accepter les électrons, alors que de l'autre côté, ils vont les donner. So the acid forming foods, just think, electrons accept, acids accept electrons. So the acid forming foods, they're going to accept or take or steal electrons from your body. Donc, vous voyez que les acides vont accepter les électrons. Donc, si vous avez consommé de la nourriture qui forme de l'acide, eh bien, vous allez avoir les électrons qui vont être pris de votre corps. I think maybe the best, I'm not too sure what the best translation would be, but I think maybe give and take might be easiest. So acid forming foods take energy away from you. Alkaline forming foods give you energy. Alors, une meilleure façon peut-être de décrire ce qui se passe ici, vous voyez par exemple du donner et le recevoir, donc on parle en anglais du give and take. Eh bien, une nourriture qui forme de l'énergie, qui provoque de l'acide en vous, pardon, c'est une nourriture qui va vous prendre de l'énergie, alors qu'une nourriture alcaline, c'est une nourriture qui va vous donner de l'énergie. And here's another reason why it's very important to understand acids and alkaline. So we want to avoid acid forming foods because they're going to take energy away from you. I just want to make that clear. We want to avoid acid forming foods. Alors, je vais être clair parce qu'il faut comprendre que s'il faut savoir la relation acidité-alcalinité, comprenez bien qu'on doit éviter les nourritures qui produisent de l'acide parce que ce sont des aliments qui vont prendre de l'énergie de votre corps, donc vous appauvrissent. But we do need acids because we need something to accept electrons. When we get it from these foods, these alkaline forming foods, we need something in our body to accept it. Mais il faut savoir qu'on a besoin de l'acide dans le corps parce que nous avons besoin que le corps accepte les électrons et ça ne peut se faire que via ces nourritures qui donnent de l'acide. And this is the reason why your body is made of acids. Et c'est la raison pour laquelle votre corps est constitué d'acide, notamment de l'acide gastrique, pour que tout ce qui est dans l'estomac soit digéré. In your stomach, you have an acid called hydrochloric acid that helps your body digest food. Donc, vous avez dans votre estomac l'acide, did you say hydrochloric? Yeah, hydrochloric. Donc, de l'acide hydrochlorique. In your cells, there's an acid cycle called citric acid cycle. Dans le corps, il y a un cycle qu'on appelle l'acide citrique. This is what accepts electrons in your cells. Et c'est ça qui accepte l'électron dans vos cellules. Your fat gets broken down to essential fatty acids. Donc, il y aura donc une décomposition, si on peut appeler ça comme ça, qui va donc faire cette transformation qui devient donc des acides gras essentiels. And these are important for brain development and neuron development. Et c'est très important pour le développement dans les cellules du cerveau. You need folic acid to make healthy blood when having babies. On a besoin d'acide folique lorsque justement vous devez concevoir un enfant parce que c'est bon pour le développement cellulaire. Your muscles are made of proteins and proteins are made of amino acids. Donc vos muscles sont faits de protéines et alors tout cela est possible grâce aux acides aminés. And your genetic makeup, your DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid. Alors, you're giving me a headache, one brother. Donc, votre génétique, votre patrimoine génétique, votre ADN est composé de 3 éléments. Donc, le D, c'est pour... did you say deoxy?
deoxyribonucleic OK. acid. Donc, en anglais, deoxyribonucleic acid. En français, ça va donner de l'acide ribonucléique. Someone put it. Merci, acide désoxyribonucléique. Something like that. Yes. But yeah, all they need to know is that their DNA is made of acid. Yeah. Tout ce dont vous devez savoir, c'est que votre ADN est constitué d'acide. Merci à la famille qui aide. So this is how your body uses amino acids. They tie them up together to create protein. So amino acids are these individual blocks or individual things, and then your body puts them together and folds them and makes them a protein. Donc, voici comment votre corps fonctionne. Vous avez les acides aminés qui sont séparés individuellement. Eh bien, le corps va les rassembler, les mettre dans un tas, et ça forme donc des protéines. And I'm not going to read through all of this. These are the 20 different amino acids that they say exist. There's 8 essential or primary. These cannot be made in the body. And then 12 non-essential or secondary, and these can be made in the body. Alors, il y a au total, d'après ce que la science dit, qu'il y a 20 différents types d'acides aminés. Il y en a 8 qui sont essentiels, qui ne peuvent pas être fabriqués par le corps humain. Je ne vais pas les passer en revue, mais vous les voyez à l'écran. Et de l'autre côté, nous avons 12 aminoacides, eux, qui peuvent être produits par le corps humain. And the only one that I've highlighted out of all of these is tyrosine. Alors, celui que j'ai mis en gras dans le texte, qui donc peut être fabriqué naturellement par le corps, c'est la tyrosine, dont on a parlé au début de cette session. Why? Because tyrosine is the precursor to melanin. Et pourquoi je l'ai mis en gras? Parce que cette tyrosine, c'est le précurseur de la mélanine. As we know from last week, we need tyrosine in order to create DOPA, in order to create eumelanin or pheomelanin. Et nous avons donc besoin de cette tyrosine pour justement fabriquer et produire de la DOPA, et qui donc maintenant va nous permettre d'avoir soit de la eumélanine pour le teint noir ou brun et la phéomélanine pour les teints blancs et jaunes. All right, so this might be new to everyone who studied biology before. Your body is an acid structure that runs on electrons. Alors, ceci va peut-être sembler curieux pour certains d'entre vous, mais comprenez que le corps, c'est en fait une structure acide qui fonctionne, qui a donc besoin d'électrons. Okay, so let's see if people have been paying attention. If your body is an acid structure, what sort of charge does your body have? A positive charge or more of a negative charge? Alors, pour vérifier que les gens ont bien suivi, alors si votre corps est une structure acide, est-ce que votre corps est chargé positivement ou négativement? Let me just go to the chat. Someone says positive, someone said negative. It's a 50-50. Some say negative, some say positive. Okay, so just to recap, the acid side of the pH scale is more positive. The alkaline side of the pH scale is more negative. Alors, pour vous aider à comprendre, je vous répète ce que je vous avais dit tout à l'heure. On a vu que dans l'échelle de l'acidité et de l'alcalinité, on a vu que l'acide, ça avait plutôt une tendance positive, une charge positive, et l'alcalinité négative. So if you're made of more of the positive charge, you need to consume food that is more of the negative charge. Donc, puisqu'on a vu, et ça il ne l'a pas dit comme ça, mais puisqu'on a dit que les opposés s'attirent, eh bien, puisque nous sommes une structure acide, eh bien, on doit consommer des choses négatives pour que l'électricité fonctionne de manière optimale. And this is why Dr. Sebi says we should
consuming an alkaline diet because alkaline foods are more of the negative charge. Voilà pourquoi le docteur Sebi s'est vraiment focalisé durant toute sa vie à nous rappeler que nous devons consommer de la nourriture alcaline parce que c'est la meilleure façon pour le corps humain d'être rechargé. And remember, acids accept electrons, alkaline donate electrons. Donc, l'acidité accepte les électrons et l'alcalinité se débarrasse des électrons. If you understand that, then you'll understand what a free radical is. A free radical goes around stealing electrons because it didn't get one. Alors, les radicaux libres, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout le tour et ils vont voler des électrons parce qu'ils n'en ont pas eu. This is why we need antioxidants in our diet, because antioxidants have a extra electron to donate to neutralize free radicals. Alors justement, c'est pour ça que le corps humain, nous avons besoin de consommer des antioxydants parce que ils ont des électrons en supplément et comme ils les ont en supplément, eh bien, ils sont à même de les donner. So this is what free radicals do. Instead of accepting or donating electrons, free radicals go around stealing. So using our analogy, free radicals would be going around the kindergarten, stealing everyone's toys. Donc, vous avez vu dans les images précédentes la possibilité de donner ou la possibilité de recevoir, alors que les radicaux libres, eh bien, imaginez dans une cour de récré à l'école, les radicaux libres vont chaque fois, c'est comme un petit enfant qui n'a pas de jouet et qui vient arracher quelque chose à celui qui avait déjà quelque chose. C'est ce que font les radicaux libres. So if you have free radicals in your body, they're going to steal your energy from your organs, steal your energy from your tissues, steal vous your êtes- energy from your muscles. Donc, si vous avez des radicaux libres, eh bien, ça va vous prendre de l'énergie, ça va prendre de l'énergie de vos tissus, prendre de l'énergie de vos muscles, etc. Okay, so remember, as long as we're getting an alkaline fuel source, so we're getting the negative charge, then this can continue to happen. The flow of electrons can continue to happen inside of us. As long as electrons are flowing, that is electricity. That is our energy inside of our body. Donc, on avait parlé que ce mouvement que vous voyez ici, c'est l'énergie dans le corps. Et donc, tant que ce mouvement est possible, eh bien, ça veut dire que constamment, vous avez l'énergie dans votre corps et vous êtes donc en bonne santé. But if this flow of electrons stops or slows down or stops, then that cell, tissue, or organ will die. Si tout à coup, ce flot d'électrons s'arrête ou ralentit, eh bien, ça veut dire que cette cellule va être en mauvaise santé et au final, elle pourrait même mourir. So we want to keep this going. We don't want it to stop. We want to keep it going. We don't want it to stop. Donc, on veut que ce flot d'électrons continue et surtout pas, on voudrait qu'elle s'arrête. And what keeps it going? Antioxidants. So these are some antioxidants. Alors, qu'est-ce qui permet justement que ce flot d'électrons continue? Eh bien, c'est en consommant des antioxydants. Et voici ici à l'image, toute une série d'antioxydants. And we will go through foods for melanin in another class, but this is just an example of some antioxidants. Dans la série numéro 4, on parlera spécifiquement de la nourriture à consommer pour la mélanine, etc. Mais voici comme ça, de manière sommaire, quelques exemples d'antioxydants. But what is the strongest antioxidant in the world? La question que je vous pose, quel est l'antioxydant le plus fort sur la planète? Let me go to the chat to see what people might say.
Some people say water, some people say the sun, some people say cherry, some people say strawberry, some people say orange, some people say vitamin C, hibiscus flower, moringa, green tea, blueberry, watermelon, goji grapes. Okay, so the question is, what is the strongest antioxidant in the world? In other words, what keeps these flowing? What keeps the electrons flowing in our body the most? Because a lot of things keep the electrons flowing, but what is the strongest antioxidant that keeps this flowing inside of our body? Donc, les antioxydants vont permettre que ce flot d'électrons va continuer. Mais la question, c'est quel est l'antioxydant qui va donner justement le mouvement le plus efficace? And the answer is Et la réponse est melanin. la mélanine. And that is why melanin is the chemical key to life. Et voici pourquoi la mélanine, c'est justement l'élément chimique clé à la vie. And on that note, we're going to take a couple questions. So we'll take a little break. I'm going to lower everyone's hands. Raise your hand now if you would like to ask a question live. Donc, on va faire une petite pause et on va vous demander de lever la main, de ne pas ouvrir le micro, lever la main et on va donc donner le nom à la personne, citer le nom de celui ou celle qui va pouvoir poser la question en ouvrant le micro. And brother, as I go through these live ones, if you or the other interpreter can let me know about Yes. the questions in the Q&A, so we can go through both of them at the same time. Yes. Do you want me to start? Yeah, let's go through one in the Q&A first. Yes. Someone said, but can we have a cure of melanin? A treatment of melanin? As in, like someone will be suffering from something and will be consuming a lot of alkaline food to, go back to their normal state. The question is, can we also do something similar where we have a cure, where we have a treatment of melanin, consuming melanin so that we are back to normal? Well, on this course, you're going to learn how to strengthen your melanin. So you're going to learn how to increase your own melanin. But if you're talking about externally, but they're doing that already. They're creating synthetic melanin. They're creating melanin batteries that people take and ingest. So they're doing that already. Alors, dans ce cours, nous allons vous montrer comment renforcer la mélanine que vous avez déjà. Mais sachez que par rapport à la question qui a été posée, effectivement, ça se vend déjà dans le commerce où il y a de la mélanine en cachet que les gens peuvent donc acheter et consommer pour renforcer ce qu'ils ont en eux. Alexis, you can unmute your mic. Alexis Bijirimana, si tu peux donc ouvrir ton micro et poser ta question, s'il te plaît. Or Asihot, or Et après cela, nous allons passer par Asihot Imhotep. Alexis. Est-ce que maintenant ça passe? Yes. Oui, ça passe, frère. Does it go? Yeah, absolutely. Oui, absolument. First of all, hi to all of you, and thanks a lot to let us participate it. My question as a mixed guy, what is my type of melanin in first place, please? Donc, je vais traduire en français. Donc, le frère salue tout le monde qui est présent ici ce soir et il dit, lui, en tant que personne métissée, donc un parent qui a de la eumélanine et un parent qui a de la phéomélanine, alors lui, son type de mélanine, c'est lequel finalement? So you would have a mixture of both pheomelanin and eumelanin. And if we're being honest, there's probably a mixture in both in many of us, because if we go back to slavery days, the slave masters used to rape some of us. So we probably have, even someone as dark as me, I probably have pheomelanin in my genetics somewhere. Donc, frère Bijirimana, juste une traduction par rapport à la famille. Donc, la réponse que le frère Léon Marshall a donnée, c'est que dans le cas de notre frère Bijirimana, c'est qu'il aura un mélange des deux, de son père et de sa mère. Mais il faut vraiment noter que nous tous,
nous avons quelque chose qui est une combinaison parce que dans les plantations, l'esclavagiste va violer la femme noire. Et comme on est descendant de ça, on aura des traces des deux. Asihot? Asihot, Imhotep. Oh, they turned off their mic. Fermez le micro. Shall we get another one from the... Asihot, Imhotep a ouvert le micro. Donc peut-être une mauvaise manipulation, je ne sais pas. Oui, bonsoir. Bonsoir, frère. Je peux aller en français? Oui, bien sûr. Excuse-moi, je suis au Togo. Bon, je suis Asihot Imhotep. J'ai deux préoccupations. En fait, je suis médecin dans le système eurocentré qu'on exerce aujourd'hui. La première question, c'est par rapport au fait que les produits antioxydants qui ont été présentés sont presque dans le paradigme de l'autre côté, là où se trouvent nos frères. Il n'y a pas nos fruits qui sont dedans. Est-ce qu'il y a une documentation pour pouvoir faire une correspondance? Chez nous ici, on a peut-être les choses comme les pastèques, des pommes sauvages, des choses de ce genre. La seconde question, c'est que, vu tous ces avantages de la mélanine, qu'est-ce qui justifierait l'événement majeur qui s'était passé entre-temps, scandale de lait contaminé à la mélanine? OK, super. Okay, so brother, thank you very much, but I've got two concerns here. I happen to be a doctor who's based in Togo, and so I've got two questions for you with regards to the list of antioxidants that you mentioned. Most of the fruits that were listed there are fruits that you find abundantly in Western countries. So do you have some research and equivalence so that we can match with what we've got on the continent? He mentioned, for example, watermelon and all those kind of things. So do you have matching fruits that are more present and prevalent in Africa? And then the second point was a question to do with the justification of contaminated milk that sometimes happen and contaminated with the melanin. Is it something that you are familiar with? So the second question, I haven't heard of contaminated milk, contaminated with melanin. No. And the first question with regards to the fruits, to be fair, can't go wrong with fruits as long as they're very colorful, because one thing about fruits is it's the pigment, it's the color in the fruit that gives this its power. It's the pigment, the color. So as long as you've got colorful fruits in Africa, which I know they do, then they'll have a lot of antioxidants in those fruits. Donc, frère, par rapport à la deuxième question, donc les contaminés par la mélanine, il n'a aucune connaissance de cette problématique, mais il répond à la première question par rapport aux antioxydants. Il dit, dès le moment, en fait, à partir du moment où on consomme des fruits qui ont une pigmentation très forte, et il se trouve qu'en Afrique, il y a énormément de fruits qui sont très, très colorés, eh bien, il n'y aura pas de problème. Donc, consommer ce type de fruits-là serait bien. Brother, can we swap with Brother Mobali Makasi, who's now, he might not be raising his hand, but maybe he's the one who's reading the questions in the chat. I don't know. Frère Mobali, yeah. Est-ce que c'est toi qui lit les questions ou qui les centralise au niveau chat? Non, il y a la sœur Ourena normalement qui doit être... Je suis là. Ah, super. Donc, la sœur, si jamais tu peux nous dire les différentes questions qui ont été dites au niveau du chat, peut-être pas les reprendre toutes parce que, voilà, peut-être... Oui, il y en a pas mal. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment on combat une acidose ou une alcalose avec la nourriture. So a question asked, if someone is suffering from having too much acidity or too much alkalinity in the body, how do we treat that kind of imbalance? Good question. The body does it itself. So remember, I showed you that your blood wants to be slightly alkaline, but only slightly, yeah? Anytime that is out of balance, in other words, your blood gets too acidic,
or your blood gets too alkaline, your body will draw for alkaline stores. Yeah, your body will draw for something internal to neutralize the acidity in the blood. It usually draws for minerals. One of the biggest minerals, which is alkaline, is calcium. So if your blood starts to get too acidic, your body's gonna start to draw calcium from inside of itself to neutralize the blood. Guess where it gets the calcium from? Fantastique. Donc, la question qui a été posée donc, dans le chat, Leon Marshall répond en disant que la régulation se fait automatiquement, puisqu'on a vu que le sang était un peu plus qu'acide, donc il était du côté 8. Donc, il est vraiment au milieu. Donc, si jamais on souffre d'acidose ou de l'autre côté, eh bien, c'est le sang qui va le faire automatiquement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que dans le corps, si jamais on est face à une situation comme celle-là, eh bien, c'est dans les minéraux que le corps va puiser pour se rééquilibrer. Et il dit que, plus particulièrement, le corps va l'épuiser dans le calcium. Et le calcium, il nous provient d'où? Eh bien, la réponse, elle est simple. Mélanine. And then think about what happens to your bones if your blood is drawing calcium from them. Yeah. So even though it's doing a good thing because it's trying to neutralize acids, what's happening to your bones? Alors justement, le corps régule ça naturellement, mais sachez que si ce déséquilibre continue, le calcium va être puisé, mais qu'est-ce qui va se passer s'il y a trop de calcium qui est puisé dans vos os? Il y aura une fracture Right. ou affaiblissement de vos os. Oui. Should we take a live one? Yes, sir. Elaine? Oui, bonjour. Question de Eliane Fénine. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, merci parce que c'est hyper intéressant, en fait, tout ce que vous dites. J'en apprends beaucoup. Et ma question, c'est de savoir, en fait, mais comment savoir, en fait, si on est plutôt dans l'acidose ou si on est dans le trop alcalin? Comment savoir, en fait? Excellent question that the sister has asked. She says, because she's learning a lot tonight, but the main question is, how can one person know if you are more towards the acid or towards the alkaline? How can your body tell you that you're more acidic than alkaline? Yeah, good question. So in school, they used to give us these little, I think they call it a litmus test. And you can use it on your saliva or you can use it on your urine. And then when the solution goes on it, it turns a certain color. And then the color tells you whether or not you're acid or alkaline. And also you can do it with the blood test too. Oh, and blood test too, yeah. Yeah, because that's the way I do mine. Oui, donc en fait, la réponse elle est très très simple. Eh bien, vous avez des petits tests que vous pouvez avoir où vous mettez sur votre langue et vous retirez et ça va vous donner si vous êtes alcalin ou acide. On peut également le faire sur un test d'urine. Et moi, personnellement, je le fais comment? Tous les 6 mois, je vais chez mon docteur, je fais un examen sanguin et on me dit comment mon sang est, s'il est plus alcalin ou plus acide. All right, 2 more questions. We'll take one from the Q&A chat and then one live. Donc, sur le chat, si ma sœur, tu peux nous dire un peu une question? Alors, existe-t-il un lien entre la mélatonine, hormone du sommeil, et la mélanine? Is there a link between melatonin and melanin? Yes, there is. When Oui, absolument. there's a process to melanin being produced. We went over this last week. It's called melanogenesis. It's a process to it, yeah? And it actually starts with sunlight going through your eye and activating your pineal gland. Once your pineal gland is activated, it activates certain glands in your brain
one of them called the pituitary gland. The pituitary gland then activates the release of melatonin. And not just to cut the process short, melatonin activates your melanocytes, which are your melanin producing cells. So it's a process. There's a process. There's not one thing that's more important than the other, but melatonin is part of the melanin process. Haché. Oui, effectivement, il y a un lien, ma sœur, en tout cas par rapport à la question qui a été posée. Il y a un processus qui avait été expliqué la semaine dernière qui s'appelle la mélanogénèse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça commence par la lumière du soleil qui rentre dans votre œil et cette lumière va aller toucher votre glande pinéale. Et là, dans le cerveau, il y a cette glande pituitaire qui va être activée et elle, maintenant étant touchée, elle va produire de la mélatonine qui finalement va aller vers les mélanocytes. Okay, last question, Jufak or Lomela, whoever can unmute their mic. Yes. No? Oui, Lomema, Ochudi, No? Okay. peut-être qu'ils n'ont pas de micro. Do you want us to go to a chat one, a last one? Oui. Or... Oh, Oh, sorry, the person has connected. Oui, frère, on t'entend. Oui. Bonjour et merci tout d'abord. J'ai une question par rapport à l'apparition justement des êtres finalement qui produisent de la phéomélanine. C'est une question peut-être un peu vaste et je ne sais pas si on arrive à y répondre maintenant, mais comment on peut expliquer leur apparition? Si c'est une question de mutation, les mutations elles sont aléatoires, mais pourquoi celle-ci a été conservée et s'est répandue, sachant que finalement produire de la phéomélanine apporte pas d'avantages évolutifs ou au niveau de la survie. Comment on peut expliquer qu'ils sont apparus et que ce gène se soit répandu dans l'humanité? So I'm aware that the question that I'm asking you might not be core to this topic tonight, but the question is, for the pheomelanin to continue to exist, it means that it was produced at some point and it has been conserved, and that's why it has been spread out throughout the entire world. So if eumelanin is the best absorber compared to the pheomelanin, and then we look at the evolutionary advantage of the eumelanin compared to the pheomelanin, what was the advantage of something that is less efficient to spread out so efficiently? What is the reason if the best is there to be the best and something that is less efficient can still spread out? That is, how many wonders in the world are there? Is there 8 wonders? That is the 9th wonder of the world. Dans la vie, il répond par une boutade, il dit que dans la vie, il y a des merveilles. Donc, il y a les 8 merveilles de la Terre. Ben, il se trouve que la phéomélanine, c'est la 9e merveille, en fait. Mais c'est une boutade, évidemment. That is the question that if you're just using common sense and logic, everyone should be asking. If eumelanin existed before everything, if eumelanin was here on this planet, then how did pheomelanin come about? And why did it come about if it's not an evolution? Now, if you listen to the scientists, they'll tell you that lighter skin is an evolution. They'll tell you that Africans, who were the original people on this planet, migrated out of Africa. And because it was cold, they lost their melanin, their skin got white, their hair went blonde, their eyes went blue, their nose went thin, their lips went all thin, they got all hairy. This is the theory of evolution, that you migrated out of Africa and turned from a black person into a white person. Using common sense and logic, you don't even need to use science. Using common sense and logic, that doesn't make sense. Si on doit se référer à la théorie de l'évolution,
ça n'a pas de sens ce qui est raconté, mais il se trouve qu'on vit dans un monde où on a cette théorie qui nous a été donnée. Si on part du principe que l'homme noir, c'est le premier habitant sur cette planète et c'est celui qui est efficacement équipé pour vivre dans cet univers, l'évolution de cette théorie, et ça, les Blancs même, ils disent que eux, ils font partie de cette évolution. Donc, on a quitté quelque chose d'archaïque qui est le noir qui serait noir et on a évolué pour être dans celui qui est devenu blanc. Eh bien, cette théorie de l'évolution dit que le noir quittant l'Afrique, allant dans des climats qui sont beaucoup plus froids, eh bien, il s'est adapté à ce nouvel environnement et il a vu ses lèvres qui ont diminué de taille, il a vu ses yeux bruns qui sont devenus bleus, et il a vu son nez qui est devenu beaucoup plus pointu, il a vu ses cheveux qui étaient crépus qui sont devenus ceux que les Blancs ont. Il a vu qu'il n'avait pas trop de poils, mais de l'autre côté, il y a beaucoup trop de poils. Ça, c'est une théorie, mais c'est une théorie qui n'a pas de sens. Okay, if you have any other questions, remember to follow me on Instagram and ask me in my direct inbox. Follow me on Instagram and ask me. You can ask me in French or English because I can obviously use Google to translate it, and I will answer through Instagram. Alors, pour celles et ceux qui... Donc, pour celles et ceux pour qui on n'aurait pas répondu aux questions, eh bien, c'est simplement de vous dire que si vous voulez encore des réponses, eh bien, contactez-moi sur mon Instagram, Leon Marshall Online. Posez-moi vos questions en français ou en anglais. Si c'est en français, je vais utiliser Google Translate et je vous répondrai personnellement. Okay, so moving on. On continue. Now we're going to go into photosynthesis. Nous allons maintenant parler de la photosynthèse. And the reason why we're going into photosynthesis, because there's been a few scientists who say that melanin is like the human photosynthesis. Alors, il y a certains scientifiques qui ont dit que la mélanine, eh bien, c'est la photosynthèse humaine. So some scientists, there's even a book called The Human Photosynthesis, where one scientist says that what plants can do with sunlight and water is what melanin does with sunlight and water. Alors, il y a même un scientifique, il y a même un chercheur qui a écrit un bouquin qui s'appelle La photosynthèse humaine, qui dit que ce que les plantes font avec simplement 2 ingrédients, à savoir le soleil et l'eau, et la plante maintenant produit de la photosynthèse, eh bien, le corps humain le fait également avec le soleil, et puis donc parvient à créer cette photosynthèse, ou cette photosynthèse humaine. Now, this part might be quite short because everyone at school was taught about photosynthesis. Cette partie de ce soir va être un petit peu courte parce que tout le monde a déjà entendu parler de la photosynthèse qui est produite par les plantes. So everyone should know that photosynthesis is when the plant absorbs sunlight and then in the presence of carbon dioxide and water, it produces sugar and oxygen. Alors, la photosynthèse, en résumé, c'est que la plante va absorber de la lumière du soleil et si cela se fait et consomme également de l'eau, eh bien, et qu'il y a également une présence du dioxyde de carbone, eh bien, cette plante va produire en retour du sucre et de l'oxygène. Now, why is this so important? Why do they teach it to every single child at school? Because it is a process of life. Pourquoi on nous l'enseigne à l'école? Parce que c'est simplement un processus qui est central à la vie. Photosynthesis is involved in all of our lives. La photosynthèse est vraiment impliquée dans tous les aspects de notre vie. So, for example, if you're someone who eats meat, the cow gets their energy from plants, and plants get their energy from the sun. If you're someone who eats chicken,
chickens get their energy from plants. Plants get their energy from the sun. If you're someone who eats plants, plants get their energy from the sun. So whichever way you look at it, photosynthesis plays a role in all of our lives. La photosynthèse, comme elle est schématisée sur cette image ici, eh bien, elle est centrale dans tout ce que nous faisons. Si vous êtes quelqu'un qui consomme de la viande, eh bien, la vache, elle prend son énergie de la consommation, elle tire son énergie de la consommation de plantes. Et les plantes, eux, elles tirent leur énergie du soleil. Si vous consommez du poulet, eh bien, le poulet, la poule, elle prend son énergie en consommant des plantes, par exemple, qui viennent des graines, et cette plante, elle prend son énergie du soleil. Donc, que ce soit, et si vous consommez si vous êtes quelqu'un qui consomme que des plantes, eh bien, ces plantes, elles tirent leur énergie du soleil. Donc, quel que soit votre choix alimentaire, eh bien, tout est lié à la photosynthèse et donc au soleil. So how is the plant able to absorb the sunlight? How is the plant able to actually capture the sunlight? Comment est-ce que la plante est capable de capturer, d'absorber la lumière du soleil? Because of the pigment, the green pigment called chlorophyll in the plants. Ceci est possible grâce à la chlorophylle, qui est donc ce pigment vert qu'il y a sur une plante. Chlorophyll is the green pigment in leaves that help plants to absorb or trap light energy from the sun to make food. Donc la chlorophylle, c'est ce pigment vert que l'on retrouve notamment dans les feuilles, qui va aider la plante à absorber ou à capturer, attraper l'énergie de la lumière du soleil et la transformer en nourriture. Photosynthesis is the process by which the leaves of plants use light energy to make sugar and oxygen from the carbon dioxide and water. Donc la photosynthèse, c'est le processus par lequel les feuilles d'une plante vont utiliser l'énergie de la lumière pour fabriquer du sucre et de l'oxygène, avec le concours du dioxyde de carbone et de l'eau qui sont présents. So remember, in order for this to happen, the green pigment, which is chlorophyll, has to absorb light. That if the green pigment does not absorb light, this process called photosynthesis cannot happen. Donc, pour que cette photosynthèse soit possible, il faut que le pigment vert sur les feuilles ou sur la plante puisse capter cette lumière pour que cette photosynthèse se passe. Si la plante n'est pas capable de capter cette lumière du soleil, ben, ce processus de photosynthèse ne va pas être possible. And this is a simple way, a simple equation to understand photosynthesis. Voici une façon très simple et schématique de comprendre ce que c'est que la photosynthèse. Water plus carbon dioxide react together in the presence of sunlight to produce oxygen and glucose or sugar. Donc, quand vous mettez ensemble de l'eau et le dioxyde de carbone, ils vont réagir à la présence de la lumière et à travers cette réaction, eh bien, en retour, ils vont donner de l'oxygène et du sucre. Now, why is this important to understand? Because in your cells need two things to produce energy. And you now know that the energy is the flow of electrons. Your cells need just two things to produce energy. Those two things are glucose and oxygen. Donc, deux choses que le corps doit produire essentiellement, c'est du glucose, donc du sucre, et de l'oxygène. Eh bien, il se trouve que vos cellules, elles ont besoin d'énergie. On a bien dit que l'énergie, c'est en fait le flot des électrons. Donc, pour revenir à cette situation, on dit que simplement les deux choses les plus importantes que le corps va produire, ce sont les glucoses et l'oxygène. So this is cellular respiration. This is how your body produces what they call ATP, which they say is the energy currency of the cell. Glucose plus oxygen react together in your cell to produce carbon dioxide and water and ATP.
Donc, vous avez ici la production de ATP. Could you tell us what's the meaning of ATP, the acronym? Have you got It it? stands for adenosine triphosphate. Wow, ok. Donc, si nous avons un médecin qui est ici, qui peut nous dire comment on dit en français, so Adenosine adenosine triphosphate. triphosphate. Donc, si Yeah. la famille a quelqu'un, un médecin ici, ça pourra nous aider. Mais retenez simplement que de manière similaire à ce que la plante fait, donc nous avons quelqu'un qui a dit que c'est adénosine triphopoate, quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, ici, on parle de la respiration cellulaire. Ça veut dire que dans le corps humain, s'il y a la présence de glucose et d'oxygène, il y aura une réaction. Et cette réaction va donc produire du dioxyde de carbone et de l'eau. But if you can see now, the process of photosynthesis is basically the reverse process of cellular respiration. Donc, on voit clairement ici que la photosynthèse, en fait, c'est le processus inversé de la respiration cellulaire. Photosynthesis starts with water and carbon dioxide and finishes with oxygen and glucose. Cellular respiration starts with oxygen and glucose and finishes with carbon dioxide and water. Haché, perfect. If you can leave this on. Donc, vous voyez que c'est le processus inversé. Dans la photosynthèse, donc on parle ici des plantes. On commence par la plante qui va avoir de l'eau et du dioxyde de carbone mis ensemble. Ils vont réagir face à la lumière et produire de l'oxygène et du glucose. Et la respiration cellulaire, c'est l'inverse, à savoir que quand on a du glucose et l'oxygène, il y a une réaction qui va produire du dioxyde de carbone et de l'eau. So in the plants, they release oxygen, they breathe out oxygen and breathe in carbon dioxide. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. So we do the reverse of plants. They breathe out oxygen, we breathe it in. They breathe in carbon dioxide, we breathe it out. So if you can leave this picture in, so for me to explain to our people. Donc, la plante va faire l'inverse de ce que le corps humain fait. Nous voyons ici que la plante va produire, donc relâcher de l'oxygène, elle va absorber du dioxyde de carbone et le corps humain va faire l'inverse. And look at this. This shows you the molecular structure of a plant chlorophyll pigment and your red blood cell, which has hemoglobin in it. Both hemoglobin and chlorophyll are pigments, just like your melanin. These are different types of pigments, but look at the molecular structure of a plant cell and your red blood cell. They are practically the same. Alors, regardez cette coupe schématique de ces deux molécules. Nous avons d'un côté l'hémoglobine, donc c'est pour l'être humain, et la chlorophylle, et vous voyez que cette coupe montre que cette structure moléculaire, que ce soit pour le sang humain, pour la chlorophylle, eh bien, sont pratiquement similaires. The only difference, the biggest difference between a plant cell and a red blood cell is the core element in the middle of the cell. The core element in the middle of the cell for plants is Mg, which is magnesium, and the core element in the middle of your red blood cell is Fe, which stands for iron. Alors, vous voyez que cette coupe moléculaire est quasiment identique quand on parle d'un globule rouge, par exemple. Donc, on voit le schéma moléculaire, on voit la même chose au niveau de la plante. La seule différence, et vous voyez bien que du côté gauche, pour le sang humain, nous avons les différents atomes, et avec un Fe au milieu qui veut dire iron, donc le fer. Alors que pour la plante, eh bien, nous avons également les atomes au milieu, mais autour, mais au milieu, on a le magnésium. Mais à part la différence magnésium pour les plantes ou le fer
pour le corps humain, eh bien, la structure moléculaire est exactement la même chose. So if this doesn't show you that we have a relationship, a direct relationship with plants, I don't know what else could show you. Donc, puisque vous voyez à l'écran la similitude ou les similarités, si vous n'arrivez pas à voir que ce qui se fait dans la nature avec les plantes et ce qui se fait dans le corps humain, c'est la même chose, et si vous n'êtes pas convaincu par rapport à ça, je ne sais pas ce que je dois vous expliquer d'autre. So we now know that sunlight plus carbon dioxide and water is a process. There's a process to photosynthesis. It's not just the plant produces glucose and oxygen. There is a process, and it starts with sunlight. Donc, nous rappelons également avec ce schéma que la photosynthèse, ce n'est pas un fait établi comme ça, mais c'est vraiment il faut le comprendre comme étant un processus. Non, il ne s'agit pas que la plante va produire du sucre, à savoir le glucose et de l'oxygène. Ça commence par un processus qui est enclenché par le soleil d'abord. It's the same with your melanin. You don't just have melanin. It's a process in producing your melanin inside of your body, and it starts with sunlight. Et c'est également la même chose avec votre corps humain. Il ne s'agit pas que le corps humain produit de la mélanine, il s'agit, comme pour la plante, d'un processus qui, comme par hasard, commence par le soleil. So here's just a hypothetical question. What if we went around spraying the plants with sunscreen? Alors, question hypothétique, que se passerait-il si on se baladait tous dans la nature et on passait notre temps à donner des écrans solaires, à les pulvériser sur des plantes? What if we put sunblock on all of the plants because, you know, it's too hot? What would happen to the photosynthesis process? Que se passerait-il concernant le processus de la fabrication ou de la production de la photosynthèse si justement on passait du temps à mettre ou à pulvériser des écrans solaires, des écrans qui vont bloquer justement que ces plantes absorbent le soleil? What if the plants had some type of sun cream and they put it on each other, put it all over each other to protect them from the sun? Que se passerait-il si les plantes, vous voyez ici à l'écran, un maïs, et ce n'est pas le maïs des autres, hein, vous avez compris, si le maïs passait du temps à donc, se badigeonner d'écrans solaires entre eux comme ça pour bloquer le soleil? What would happen? Que se passerait-il? My name's Leo Marshall, and that concludes the end of my presentation. Je m'appelle Léon Marchal et ceci conclut notre présentation de ce soir. And remember, if you don't get your question answered today, please follow me on Instagram @LeonMarshallOnline. Rappelez-vous, si jamais on n'a pas répondu à vos questions personnellement ce soir, ne vous inquiétez pas, vous vous connectez sur mon Instagram Léon Marchal Online et je me ferai un plaisir de vous répondre. Okay, so now another Q&A session. Alors, une autre session de questions-réponses et j'aurai également besoin de la sœur plus tard, ma sœur, au cas où on commence par les questions dans le chat. D'accord, très bien. Antonio. Raise your hand now if you want to ask a question, and then you guys tell me if you want to take a question from the Q&A. Levez votre main si vous souhaitez avoir une réponse à votre question. Et puis, pour celles et ceux qui veulent mettre des questions dans le chat, notre sœur nous fera un plaisir de lire pour nous. Anna, you can go live. Question dans notre écran. Anna? Otep. Okay. J'aurais une question, en fait, c'est à propos de le mélanine. J'aimerais savoir si elle influence notre comportement en tant que groupe communautaire haché. Yes, question to you, brother Leo Marshall. Does the eumelanin impact or have an influence on our behavior as Black people?
Yeah, this is an interesting one. Dr. Laila Africa said that melanin is a civilizing chemical. So he rationalized that the more melanin you have, the more civilized you're going to be. And he said, just go by evidence. The people who don't have melanin, or who have a different type, they don't have eumelanin. If you look at their history, they're very uncivilized. Wars, killing, genocide, all that sort of stuff. So he said that melanin can affect your behavior because it makes you more civilized. That's Oui. what Dr. Laila Africa said. Excellente question, frère. Alors, je vais me baser sur ce que le Dr. Laila Africa dit. Il dit qu'il décrit la mélanine comme étant the civilizing chemical, donc l'élément chimique qui apporte la civilisation. Il dit, et il faut juste voir les preuves historiques. Si on voit l'histoire des autres personnes qui ont la phéomélanine, eh bien, ce sont des gens qui ne sont pas civilisés. Il dit uncivilized. Ce sont des gens qui se sont illustrés avec des guerres, avec des tueries, avec des génocides. Et de l'autre côté, si on voit celui qui a de la phéomélanine, eh bien, c'est quelqu'un qui n'a pas fait les mêmes choses que les autres. Let's have one from the Q&A. Question-réponse, ma sœur? Alors, une question. What is the best way to prepare my body in energy and nutrition for getting pregnant, please? I'm in my 40s. Je suis une personne âgée dans la quarantaine. Comment est-ce que je peux préparer mon corps de sorte que je puisse donner la vie? Comment je peux la préparer pour être enceinte? So I think it's next week. We're going to go over how to increase your melanin, like how to improve it. So the best way is to make sure that your melanin is functioning optimally. So we will definitely go over that next week, if not the week after. Alors, ma sœur, tu es un petit peu en avance. C'est une question qu'on va aborder la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, on va parler des différentes méthodes qu'on peut utiliser naturellement pour améliorer la mélanine. Et donc, ça va consister à améliorer la santé, grossesse, etc. In the meantime, avoid all chemicals. It's very simple. En attendant, ma sœur, je te conseille d'éviter la consommation des produits chimiques. Avoid chemicals in your food, avoid chemicals in your hair, avoid chemicals in your water, avoid chemicals in your clothes, you know, what you're washing with. Chemicals mess up melanin. Alors, les produits chimiques perturbent la mélanine. Donc, ma sœur, en attendant la semaine prochaine pour avoir la session, évite les produits chimiques dans la nourriture, dans les produits capillaires, dans l'eau que tu consommes et même dans les produits. Si tu nettoies tes vêtements avec certains produits chimiques très forts, le fait de porter tes vêtements, eh ben, tu mets les produits chimiques quand même si tu ne les consommes pas, mais c'est sur ta peau. Oh, it's mom's cider. Is it? Yes. There's someone here, Irby Burton. Yes. Greetings. Go ahead, brother. Can you hear me okay? Yes, we can. Yes. We can hear you. Yeah, I just want to know about the photosynthesis. I think Yes. that's how it's pronounced. How is there a process in the fish? How does it work with the fish? I know they've got the plants and meat, but is there a process with the fish? Sure. Let me translate for the French audience. Donc, la question pertinente du frère anglophone qui dit que ce que font les plantes avec la photosynthèse, ce que le corps humain fait avec la mélanine, que se passe-t-il avec les poissons qui sont dans l'eau? I'm not too sure if they go through a process because they're not plants. So photosynthesis is specific to plants. But what they do, just like we do, we eat things that get their energy from plants. So we either eat plants, that's how we participate in photosynthesis, or we eat animals that eat plants, and that's how we participate in photosynthesis. The fish eat algae, and that's like the sea vegetables, the water, the vegetables in the sea, the algae, the sea moss, the kelp, and all that sort of stuff. So that's how they participate. They consume the algae. And that's one of the reasons why
sometimes it's best to get your omega-3, which is a healthy fat, the essential fatty acid that people say we should get from fish. We can get it from algae because fish is the middleman. If we cut out the middleman, then we can go straight to algae. Oui, donc je traduis pour la famille ici. Donc par rapport aux poissons, eh bien c'est un peu la même chose. Vous avez vu que si vous êtes quelqu'un qui consomme du poulet, le poulet, la poule va manger les graines qui proviennent des plantes et la plante va justement prendre son énergie du soleil. Si vous consommez votre viande, eh bien la vache va également manger des grains qui proviennent de la plante. La plante, elle, tire sa source du soleil, eh bien, le poisson, c'est la même chose. Alors, il faut savoir que le poisson, il faut le voir comme un intermédiaire. Pourquoi? Parce que dans l'eau, le poisson va consommer des algues. Mais les algues, ce sont des plantes marines. Donc, ces plantes ont besoin du soleil. Donc, on peut se débarrasser de l'intermédiaire, à savoir le poisson, en consommant des algues. Et ces algues, elles, justement, tirent leur énergie du soleil. Okay, the last question doesn't seem like it was from the Q&A, so I'm not too sure if the other interpreter is getting it from the chat, because there are questions in the Q&A. I want to make sure those are getting answered, yeah. Oui, vas-y, ma sœur, s'il y a des questions, s'il te plaît. Alors, la question est, quels sont les effets de la crème solaire sur la mélanine? Peut-on faire un lien? What are the side effects of sunblocks on melanin? Well, that's the reason why I asked the question about photosynthesis. If we was to put sunblock on plants, what would happen to photosynthesis? People put it in the chat. What would happen to photosynthesis? On a posé la question dans le chat, on a dit que se passerait-il si les plantes mettaient des crèmes solaires, qu'est-ce que se passerait, puisqu'on avait abordé cette question quand on parlait de la photosynthèse, et les gens ont répondu, donc ce serait la même chose. What would happen to photosynthesis if we was to put sunscreen on plants? La question qu'on repose également, que se passerait-il si on mettait des crèmes solaires aux plantes? Qu'est-ce qui se passerait? Yeah, no photosynthesis. It would stop or block the process. So if melanogenesis is a process and it relies on the sun, if you put sunscreen on, it blocks the process. It's very simple. It will just block the process. And then your melanin's weak. Si la photosynthèse est un processus, on a parlé de la mélanogénèse ici, donc si jamais vous avez besoin de la lumière du soleil pour que le processus soit enclenché, le fait de bloquer cette lumière de rentrer dans l'élément qui va produire cette photosynthèse, eh bien, vous arrêtez le processus. Okay, Kerry, you can unmute your mic. Si Kerry est francophone, je ne sais pas, si la personne peut ouvrir le micro. Blessed love, give thanks to life. Leon, thank you so much for that very imperative information. I have a question. Stay away from chemical as regarding to the fabric whatever we use to wash or clean our clothing. But importantly, I understand that there is a saying that goes, the fabric that you wear has to do a great effect on your health. Does that affect melanin? Donc, la sœur pose une question pertinente. Elle dit effectivement, la famille, essayez de vous écarter des produits à lessiver qui ne seraient pas bons pour vous. Alors, elle pose la question, elle dit, frère Léon, c'est super important, même les vêtements qu'on porte, si c'est en coton, des choses comme ça. Donc, elle dit, est-ce qu'il y a des tissus qu'on devrait éviter? Yes, so it will affect melanin depending on what chemicals you're using. So you want to try with melanin. Melanin loves just nature and natural things that are natural. So instead of using all of these chemical products to wash your clothes, I use sodium bicarbonate or baking soda. Very easy to just use that on your clothes. I think she was talking also specifically about the type of fabrics that we wear. Fabrics as well.
Yeah, so our fabrics have changed over the years since Africa. We used to wear loosely fitted fabrics, airy fabrics, but now, because of where we work in the Western world, our fabrics have changed, and a lot of it is restrictive to air and sunlight. So that's going to affect us in two ways. The fact that we're not getting air to our skin, and the fact that we're not getting sunlight to our skin. Haché. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que la sœur demande, effectivement. Retenons qu'il dit melanin loves nature. La mélanine adore tout ce qui est naturel. C'est pour cela que moi, par exemple, quand je nettoie mes vêtements, j'utilise du bicarbonate de soude parce que je veux plutôt rester au niveau naturel. Donc, il dit, à l'époque, en Afrique, on consommait et même on portait des vêtements qui étaient faits par des éléments naturels, des écorces d'arbres, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on a évolué et on a des produits qui ne sont pas naturels. Donc, du coup, on a un problème. Les vêtements qu'on porte font que d'un côté, on n'a pas de l'air qui rentre sur le corps et de l'autre côté, on a des vêtements qui bloquent l'accès du soleil. All right, I'm going to take one more live. And then there's a couple questions in the Q&A that I don't think got answered, and they're in English, so I'll read them out and then just answer them before we finish, yeah? Donc, il y a des questions. Je vais prendre une dernière question avec les mains levées, mais avant ça, je vois qu'il y a des questions dans le chat que je vais lire et c'est des questions en anglais. Go ahead, brother. Okay, so first of all, let's do one last one live. Let's go with Minnie, Judith. And if you don't get your question asked, follow me on Instagram and I'll answer it there. Yeah, on t'entend? Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est par rapport à la même, enfin, je dis ça, le même contexte par rapport aux vêtements. Je voudrais savoir si les mèches, les vernis impactent sur la santé de la mélanine. Merci. Question to you, very good one. Again, linked to the clothing and the fabric here specifically. Are hair extensions, are nail varnish and polish, all those impact melanin? Yes, very simple, yes. Hair extensions, nail varnish, makeup, all of those beauty things are impacting melanin. Effectivement, tous ces produits impactent négativement la mélanine, donc les produits capillaires, les mèches, les vernis à ongles, même les produits de maquillage impactent négativement la mélanine. One last one, Paul McFarlane. You can unmute your mic if you're there. If not, I'm going to go through them. Hi, I hope you can hear me kind of clear. Yes, we can. Maybe you want to clarify a little bit deeply what you mean by a chemical, because even vitamins all have a chemical structure, and even water itself is a chemical, H2O. So maybe you want to really clarify what you mean by the chemicals that people should stay away from. Yeah. Donc, la question ici, c'est est-ce que frère Léon Marshall, tu pourrais clarifier un peu quand tu dis produits chimiques, de quoi parles-tu? Parce que si on parle de produits chimiques, eh bien, l'eau, c'est une molécule chimique. Donc, quand tu dis chimie, produits chimiques, de quoi tu parles? True, and melanin is a chemical. So synthetic chemicals, stay away from synthetic chemicals. Anything that is unnatural, stay away from synthetic chemicals. Très bonne question. Effectivement, même si l'eau, c'est un produit chimique, c'est une molécule chimique, la mélanine, c'est une molécule chimique. Mais quand je parle de produits chimiques, je parle de produits synthétiques, de produits qui ne sont pas naturels. Brother, maybe the sister on the Q&A has got one more question. Who's that? Ma sœur? Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, il y a une question. Oui. Pourquoi, si je m'expose trop au soleil, j'ai souvent mal à la tête? Pourtant, je suis noire. Why every time I sunbathe, I've got headaches, but I happen to be black, so what's wrong?
Why every time? Sorry, what? I take a sunbathe, I expose myself to the sun, I've got headaches, but I'm black, so what's the problem? There could be various problems. What I always say that the sun is the truth. The sun is the great revealer. So if you go out in the sun and everything's fine, then you're fine. If you go out in the sun and then something goes wrong, it's not because of the sun. There's something wrong with you. So generally speaking, headaches are to do with hydration. So maybe you're not getting enough water, or maybe the water you're drinking is not getting into your cells. Alors, le soleil est l'élément qui va révéler quelque chose qui était caché. Le soleil, c'est celui qui dit la vérité. Alors, lorsque on s'expose au soleil et qu'on a des problèmes, en fait, ça veut dire qu'il y a des choses cachées que le soleil a révélées. Donc, du coup, ça pourrait être que tu n'as pas bu assez d'eau, ou il pourrait s'agir que la qualité de l'eau que tu consommes, elle est peut-être pas bonne. Mais en tout cas, le fait que tu vas au soleil et que tu as des maux de tête, ça montre qu'il y a autre chose et que le soleil ne fait que révéler le problème qui est en fait caché. All right, so I'm just going to go through some of these questions in the Q&A. And this one says, if you say that our body is electricity and acids accept electrons, then why is it that when acid comes into contact with the body, it destroys the body? That would be a strong acid. Acid, there's a scale. It's from 1 to 6. So 1 is extremely acidic. 6 is not as acidic. The more acid, the higher the acid, the stronger the acid. So the lower the number, the stronger the acid. So there's certain acids that can destroy your body, and there's certain acids that can build your body. For example, lemons are very good. Lemons are very healing. Lemons are full of citric acid. That's not going to destroy your body. How do I know that's not going to destroy your body? Because in your cell, you actually have a cycle, an electron cycle called the citric acid cycle. It's literally telling you what it wants. Give me citric acid, yeah? So some acids destroy, some acids build. Alors, je réponds à cette question. La question avait été posée sur les produits acides qui seraient nocifs. Quand on a montré le tableau, on a vu que dans le schéma des produits acides, ça va de 1 à 6, parce que 7, c'est au milieu, donc c'est pratiquement neutre, comme le sang, par exemple, ou pardon, de l'eau. Ici, plus bas est le chiffre, donc par exemple 1, eh bien, c'est vraiment très acide et c'est nocif. Et on avait donné l'exemple d'une batterie, d'une pile. Si vous consommez de la pile, vous allez être mort. Et de l'autre côté, on a des produits acides comme le citron qui a une valeur de 6. Alors, Leon Marshall, il dit que le citron, c'est quelque chose qui aide le corps, qui soigne le corps, qui guérit le corps. Et il se trouve que dans le citron, on retrouve de l'acide citrique. Et il se trouve que même dans le corps humain, on a un cycle qu'on appelle le cycle de l'acide citrique. Donc, ça veut dire que le corps humain te dit, j'ai besoin d'acide citrique, tu dois m'en donner. Last question. Dernière question. This was when I was talking about photosynthesis. This question says, why do most of the plants grow at night then, not during the daylight? Let me just ask the question. Dernière question, après ce sera fini ce soir. La question, c'est pourquoi est-ce que les plantes grandissent dans l'obscurité quand il n'y a pas de lumière du jour? So why do most plants grow at night and not during the daylight then? The same reason why you grow at night and not during the daylight. Alors, la question, pourquoi la plupart des plantes grandissent dans la nuit quand c'est l'obscurité et pas le contraire? Eh bien, pour la même raison que toi, être humain, tu grandis durant la nuit quand c'est obscur plutôt qu'en pleine journée, en plein soleil. So if you're exercising, and you're doing weights,
you're not growing in the gym. You're not getting stronger in the gym. It's when you rest. It's when you sleep. That's when you grow. That's when you grow. Even when you're eating food and you're trying to get stronger, you don't get stronger whilst you're eating food. It's when you rest at night. That's when you grow. Eh bien, lorsque vous allez faire la gymnastique dans votre centre de sport, vous n'attrapez pas plus de muscles pendant que vous faites l'effort. Vous ne devenez pas plus fort en pleine action. C'est lorsque vous allez au repos, c'est pendant que vous vous reposez que maintenant vous obtenez le résultat par rapport à votre travail. Et là, j'en profite pour dire que nos mamans le savent. Lorsqu'elles sont enceintes, elles vont chez le docteur et le docteur leur dit que le bébé qu'elles ont en elles ne grandit pas. Et c'est souvent la raison, c'est qu'elles ne se reposent pas assez. Et le médecin, qu'est-ce qu'il dit souvent? Il dit, il faut vous reposer, madame. Et quand vous dormez, eh bien, vous revenez quelques semaines plus tard, on vous prouve que, voilà, vous vous êtes reposé parce qu'on voit que le bébé a grandi. Donc, c'est le repos qui donne la croissance. All right, family, that is the end of class 2. Thank you, everyone, for joining. If you didn't get your question answered, make sure you ask your question directly to me on Instagram. I will answer you there. Donc, voilà, on finit avec cette session ce soir. Ne vous inquiétez pas si votre question n'a pas une réponse. Ne vous inquiétez pas. Vous allez sur Leon Marshall Online. Vous posez des questions directement au frère. Il se fera un plaisir de vous répondre. Next week, we're going to cover sunlight science. So next week, we're going to go over benefits of sunlight, the truth about vitamin D. We're going to talk about sun gazing. We're always told not to look at the sun. Don't look at the sun. We're going to talk about sun gazing and grounding. You don't want to miss next week, family. Alors, la semaine prochaine, on vous dit la famille, vous devez vous connecter. Vous devez en aucun cas rater la session de vendredi prochain parce qu'on va parler du mythe comme quoi il faut se protéger du soleil, il ne faut pas s'exposer. Pardon. Non, non, non. La semaine prochaine, on va vous révéler toutes ces choses, tout ce qu'il y a comme mythe, on va tout casser. On va vous parler de l'importance de s'exposer au soleil. On va également parler de la vitamine D. Matondo. Matondo, paix à la famille, vendredi prochain, au TEP. Au TEP. Au TEP.